On va aller dans le 7e arrondissement, un peu plus au cœur de Paris, pour voir ce projet de l'ancien hôpital Laennec, qui est devenu un véritable projet urbain au cœur de Paris. Et pour nous en parler, Jean-Claude Dandévielle, directeur du département maîtrise d'ouvrage et grands travaux d'Alliance Real Estate France, qui a piloté notamment ce projet, et Auguste Victor, directeur général de Cogedim Île-de-France, qui a vendu quelques logements, mais pas toutes les caves, si j'ai bien compris. Mais bon, ça on en reparlera peut-être. Je vais essayer de me positionner là-dessus, on verra. Juste peut-être Thierry, un petit mot pour rappeler le principe de ces conférences, et puis on va démarrer assez vite sur le projet. Alors ce cycle de conférences comme ce matin, l'idée c'est de vous faire partager les clés de ces projets, pouvoir mettre en évidence toute la chaîne des acteurs qui ont contribué à ces projets, et bien sûr découvrir la diversité des métiers. Et on vous demandera de présenter l'opération sous trois angles: l'enjeu urbain et immobilier du projet, mais aussi l'enjeu des métiers et de tous les savoirs qui ont concouru à cette opération. Alors peut-être avant de voir les métiers, on va rappeler un petit peu le contexte immobilier, le contexte urbain, peut-être l'histoire du site aussi. Je vais vous laisser dans ce numéro de Duettiste à quatre mains, parce que j'ai l'impression qu'il y a une présentation assez dynamique que j'ai hâte de voir. Jean-Claude Dandévielle. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer sur ce projet, effectivement, avant de rentrer et de parler des métiers, particularité du projet, on est sur un ensemble de monuments historiques, puisque l'hôpital Laennec, en fait, s'appelait l'Hospice des Incurables. On est remonté en 1634. Je vous assure, même malgré mes cheveux gris, j'y étais pas. Il s'est rapidement transformé, enfin au 19e siècle, il s'est transformé en hôpital, l'hôpital Laennec. Pour votre culture personnelle, monsieur Laennec, docteur Laennec, avait inventé le principe du stéthoscope et de l'auscultation pour les patients. Ces immeubles historiques, je dirais que on avait la prétention de les transformer en immeubles de bureaux au standard actuel. Donc c'est déjà une première gageure, parce que c'est se faire rencontrer, je dirais, l'histoire et la modernité. Vous imaginerez des immeubles où la hauteur sous plafond au rez-de-chaussée. Alors, on vous a fait un petit diaporama de avant-après, parce que plutôt que de vous embêter avec des plans et des choses comme ça, pensez que vous présentez quelques images. Ça, bien sûr, vous l'imaginez, c'est aujourd'hui. Voilà dans quel état c'était. Voilà comment c'est aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer de continuer d'appuyer sur mon bouton pendant que je vous parle. Donc, imaginez qu'au rez-de-chaussée, par exemple, on a pratiquement 7 mètres sous plafond, 7 mètres sous voûte. Donc vous imaginez tout de suite le travail qu'il a fallu fournir pour arriver à transformer ces lieux chargés d'histoire aujourd'hui en siège social, puisque c'est le groupe Kering. Kering, pour vous, c'est Saint-Laurent, Balenciaga, entre autres. Puma et des montres, des marques de montres. Enfin, c'est le deuxième groupe de luxe français derrière LVMH. Donc, qui installe son siège social là. Donc, c'est pour vous dire le chemin parcouru entre l'hospice, qui était dans les faubourgs de Paris au XVIIe, et aujourd'hui ce site tertiaire parisien. Alors peut-être ce qu'on peut rappeler aussi, ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est 4 hectares en plein cœur de Paris, qui avait été complètement préservé du fait de l'usage dont Jean-Claude rappelait l'histoire, l'hospice des Incurables depuis 1632. Finalement, ça a figé 4 hectares en plein Paris, en plein 7e arrondissement. Ça, c'était la première chose, parce qu'aujourd'hui, 4 hectares dans Paris, ça n'existe pas. On a eu cette chance, Jean-Claude, moi et quelques collaborateurs, de travailler sur un programme. On a failli donner le nom commercial à cette opération. Ça a failli être une fois par siècle. Parce que très probablement, c'est peut-être 2 fois par siècle, très probablement, on a eu une chance inouïe de pouvoir travailler à cet endroit-là sur un projet de cette envergure. Ce que vous ne savez probablement pas non plus, c'est que l'hôpital européen Georges Pompidou, que vous connaissez tous, dans le 15e, a été financé grâce à l'ANEC. C'est-à-dire que l'APHP, au moment où l'APHP a décidé de céder l'ANEC, c'était l'ANEC, Brousset, Boussicot, ces 3 sites qui ont été arbitrés par la PHP pour financer l'hôpital européen, qui s'est complètement autofinancé. C'est ça qui a généré aussi un montage juridique assez risqué finalement
pour les promoteurs et puis pour les investisseurs, puisqu'il a fallu acheter sans condition un foncier afin que l'hôpital puisse terminer le financement de l'hôpital Georges Pompidou. Et donc on s'est trouvé positionné, ce qui est très exceptionnel pour un promoteur comme nous, peut-être moins pour un investisseur comme AGF, puis devenu Allianz, sur un foncier pendant plus de 10 ans. Alors, ce qu'il faut aussi voir, je rebondis sur ce que dit Auguste, c'est qu'effectivement, ces 4 hectares dans le 7e arrondissement, vous voyez qu'on est toujours dans une opération de construction, de promotion, appelons-la comme on veut, mais on est également dans une opération d'urbanisme, parce que cette surface qui avait totalement été figée par l'hôpital, qui avait construit autour des bâtiments, je dirais, fonctionnels à usage hospitalier, qu'on a démoli aujourd'hui, bien évidemment, pour conserver la partie historique et une partie neuve dont Auguste vous parlera tout à l'heure, qui sont les logements, des logements d'exception qui ont été construits. En fait, on est sur une opération d'urbanisme à la base. 4 hectares en plein cœur du 7e arrondissement. On fait d'abord de l'urbanisme, on réfléchit à la ville, on réfléchit avec la ville, et puis ensuite on développe des opérations de construction, promotion, d'une part avec un promoteur dont le réel métier est la promotion, et un investisseur qui a cette particularité, c'est que son bras armé, donc, pour lequel je travaille, qui est Allianz Real Estate, opère tous les métiers de l'immobilier. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Toute la chaîne de l'immobilier est productive chez nous. Donc, cette opération 4 hectares, on y réfléchit ensemble, Auguste et moi, enfin nos 2 structures, on va les appeler plutôt comme ça, en toute fausse modestie. C'est une vraie tranche de vie, quoi. Je veux dire, ça va peut-être vous surprendre, mais moi j'ai commencé à travailler sur ce projet en 2004 et je l'ai livré en 2015. Je ne suis pas le seul, hein, j'ai une équipe bien sûr. Donc ça fait 11 à 12 ans de travail. Allianz a acheté le foncier en 2002, donc vous voyez que globalement 13 ans pour développer une opération comme ça, dans un contexte urbain difficile. On fait de l'urbanisme, donc ça veut dire qu'autour il y a des riverains, et que ces riverains ont le droit de ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets. Alors parfois ils ont raison, c'est très pertinent, d'autres fois c'est bassement mercantile, mais ça c'est notre vie de tous les jours, et c'est un sport national en France, donc on fait avec. Et donc on a, en ce qui concerne Allianz, on a ensuite développé ce projet de bureau, et Auguste a développé son projet de logement. Je vais peut-être te laisser déjà développer tes logements, Auguste. Effectivement, donc si on fait la machine à remonter dans le temps, vous vous rendrez compte que le projet, même si on remonte encore un petit peu plus tôt, c'est-à-dire au moment de l'appel d'offres de la PHP, on était en 1999, et on a dit qu'il a été livré en 2015. Donc sur 16 ans, il faut que vous ayez bien conscience que la partie chantier, c'est moins d'un tiers de la période. Donc il y a 2 tiers de cette période qui a été le montage, le travail avec toutes les administrations possibles et imaginables. Vous ne pouvez pas imaginer une administration qui n'a pas eu un mot à dire sur l'hôpital Laennec, du conseil régional à la préfecture, à la DRAC, la mairie d'arrondissement du 7e arrondissement, qui n'a pas beaucoup de pouvoir mais qui se positionnait sur un certain nombre de sujets, la mairie centrale, tout le monde, jusqu'aux agréments bureaux, les agréments commerciaux, le paysage, bon. Donc effectivement, très probablement qu'on aurait pu être raccourci d'au moins 4-5 ans. C'est le phénomène des recours qui a rallongé un petit peu cette opération. Il se trouve que pour le dossier Laennec et pour le marché du 7e arrondissement, je dirais que ça n'a pas été un problème en soi, puisque le marché immobilier a nettement accompagné pendant cette période. Et donc le retard a été largement compensé par l'amélioration du marché immobilier. C'est ce qui a permis, donc pour la partie logement, finalement, avec ce retard, d'arriver à un moment qui était commercialement très pertinent pour un promoteur, un moment où le marché immobilier était très haut, en 2010. Et finalement, c'est toute la chance de cette opération qui a trouvé sa sortie au bon moment. C'est-à-dire que si le lancement commercial de l'opération était intervenu 1 an avant ou 2 ans avant, compte tenu du timing, on était en 2008-2009, ça n'aurait évidemment pas été du tout le même succès. Et s'il était arrivé même 2 ou 3 ans après, c'était pareil, c'était pas encore, on n'avait pas retrouvé les valeurs de 2010.
Juste une question sur la stratégie, sur le positionnement commercial. Est-ce qu'au moment où vous répondez à l'appel d'offres en 99, vous avez déjà l'idée de le positionner sur du logement plutôt haut de gamme, luxe? On est quand même dans le 7e arrondissement, un des arrondissements les plus chers de Paris. Est-ce que dans le bureau, il y a aussi la volonté d'aller chercher potentiellement un utilisateur du luxe? Kering, c'est Pinot, c'est le deuxième groupe de luxe après Arnaud. Est-ce qu'il y a déjà ces idées-là au départ? Alors, pour le logement, très clairement, ça a toujours été un programme de luxe. Simplement, en 1999, le luxe, c'était 50 000 francs. Voilà. Donc, si vous convertissez en euros, vous imaginez bien que ça n'avait rien à voir. Le programme Laennec, il était commercialisé à 16 000 euros de prix moyen. Donc, évidemment, ce n'était pas la même chose pour la partie logement. Pour la partie bureau, ça a beaucoup évolué parce que dans les premiers temps du montage, effectivement, c'était beaucoup plus compliqué d'imaginer un preneur très en amont. Et les premières hypothèses, ça a été très longtemps un hôtel. Ça a longtemps été développé en tant qu'hôtel et malheureusement en 2001, avec le 11 septembre, ça a été complètement écarté. Ça a longtemps été imaginé aussi pour le siège du conseil régional, qui était juste en face et qui était toujours, et qui est encore aujourd'hui à la recherche de locaux. Donc ça a été une hypothèse qui a été longtemps creusée. Mais qui va quitter Paris. Voilà, à l'époque, c'était pas l'objectif. Et puis, des structures comme la francophonie, par exemple, sont beaucoup intéressées au site, mais ils n'avaient pas l'argent. Oui, pour compléter ce que dit Auguste, je crois que vraiment le caractère atypique de l'opération de bureau a fait que on ne pouvait même pas imaginer d'être, entre guillemets, multilocataire, quoi. Au pire ou au mieux, je ne sais pas comment il faut le dire, on avait 2 locataires, pas plus. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la niche des clients potentiels sur une telle opération était très réduite. Donc il y avait les administrations, mais qui n'avaient pas l'argent, donc désolé, mais passons à autre chose. Et ensuite, les utilisateurs de bureaux, et ce qui est bien normal, ont une préoccupation simple, c'est le nombre de mètres carrés utiles par poste de travail. Avec quelque chose de très tramé, donc j'installe mes collaborateurs dans une trame d'1,35 m, 2 trames d'1,35 m, c'est le bureau de base, sans parler des open space à 10 mètres carrés par utilisateur. Sur une opération comme ça où vous n'avez pas de trame, parce que, désolé, mais c'était pas dans l'air du temps au 17e, dans lequel vous avez 7 mètres sous plafond, franchement, l'anticipation et je dirais la qualité première du concepteur à ce moment-là. C'est-à-dire que, revenons, on est dans les années 2000, 2002, 2003, quand on sait qu'au bout, alors on ne pensait pas livrer en 2015, mais on pensait livrer en 2009, 2010, ça veut dire que même dans un cycle court par rapport au cycle réel, il fallait qu'on ait à peu près 6 ans d'anticipation pour savoir que le jour où on le mettrait sur le marché, on serait dans les standards et qu'on ne serait pas déjà en retard d'un métro. Et donc, une des recherches, bien sûr, a été au plus vite de trouver un utilisateur ou des utilisateurs pour cheminer et avancer avec eux pour finir, je dirais, de mettre au point le produit pour leurs propres besoins. Et pour la partie bureau, je vous donnerai juste 2 chiffres. Les travaux devaient durer 2 ans. Ils en ont duré 4, alors non pas parce qu'on s'est reposé, mais parce qu'on a, pendant le chantier, tout arrêté. On avait lancé le chantier, on avait pris, je dirais, le pari de lancer quand même en blanc le chantier. Et pendant le chantier, on a trouvé l'utilisateur et on a adapté le produit pendant le chantier de manière lourde, puisqu'on a même obtenu des autorisations administratives complémentaires, de manière à répondre à ses besoins. Et on est passé de 24 mois à 48 mois de travaux. Ça veut dire que c'était pas, ces besoins n'étaient pas du tout anticipés. Il a complètement révolutionné au retour du projet. Il a révolutionné certaines choses. C'est-à-dire que une autre difficulté, mais je le dis très courtoisement, c'est que quand il a décidé de signer avec nous, comme on dit, de prendre à bail ses surfaces, il savait qu'il voulait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Donc, c'est pas qu'on était mal adapté. En fait, il n'y a eu qu'une grosse modification. Mais sur tout le reste, on s'est surtout mis en stand-by. Et mettre un chantier en stand-by sur un chantier de cette importance, c'est aussi une gageure parce que c'est une grosse machine qui avance et le fait de l'arrêter, on arrive toujours à arrêter, on a toujours plus de mal à redémarrer et surtout à quel prix. Ce qu'il faut voir, c'est sur cette opération,
il y a à peu près 500 compagnons donc de bâtiments qui ont travaillé. 500, c'est déjà une petite commune, hein, pendant 4 ans, avec des métiers d'art, des tailleurs de pierre, des manufacteurs de vitraux, puisque vous l'avez peut-être aperçu sur les visuels que je vous présentais, mais il y a une chapelle à l'intérieur qu'on a totalement refaite, dans lequel, au passage, on a d'ailleurs les tombes de certains donateurs d'origine. Je vais vous la montrer rapidement. Enfin, la voilà. Alors là, elle n'est peut-être pas... Voilà. Avant, après. On a absolument tout refait, et avec des métiers d'art. Je veux dire, c'est passionnant, parce que on a tous les vitraux que vous apercevez là-dessus, on a tout déposé. Ils sont partis chez une entreprise spécialisée qui ne fait que ça. Et on a reconstitué à neuf et à l'identique l'ensemble de ces vitraux. Tout ça pour dire que 4 ans de travaux, c'est-à-dire qu'on a fini largement après eux. À l'origine, on avait à peu près un programme commun, si je peux le dire. Concomitant, hein, tout à fait. De 24 mois de travaux. Alors eux ont débordé aussi parce qu'il y a eu des adaptations clients et c'est bien normal. Et nous, on n'a pas débordé, on a doublé le temps. Et doubler le temps, on va en parler tout à l'heure, mais c'est tenir en haleine des équipes, parce que nous, on dit qu'on a travaillé 10, 12 ans sur l'opération. Justement, comment on gère ces équipes? Comment on les gère dans le temps? Parce que là, si je reviens à l'appel d'offres, 99, livraison 2015. C'est pas facile. Alors, dans un premier temps, il y a des gros travail avec les équipes de conception. Donc, il faut déjà... En fait, je dirais que la recette, c'est d'arriver à tenir les gens motivés, parce qu'il y a un phénomène d'usure sur ces opérations, y compris pour nous, quoi. Je veux dire, il y a des moments de grande solitude, il y a des moments de joie intense, c'est vrai, il faut le dire, hein, et de grande passion. Mais justement, s'il n'y a pas cette passion, vous ne sortez pas un projet comme ça. Et dans l'ensemble des équipes, y compris chez nous, dans nos structures, on a vu passer plusieurs collaborateurs. Et c'est bien normal, parce que sur 15 ans, je dirais qu'on a peut-être vu... Plusieurs dirigeants même. Et même plusieurs dirigeants. J'ai personnellement... alors les mauvaises langues disent épuisés, d'autres disent connus. 3 présidents successifs, toi aussi. Et ce n'est pas les mêmes sur le projet. Non, mais voilà, c'est un travail dans la durée, et franchement... on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est surtout la passion qui fait avancer là. Auguste, un mot, et on va venir sur les métiers. Non, ce qui est flagrant sur cette opération, c'est que finalement, ce qui a été réalisé, en tout cas en termes de plan masse, parce qu'effectivement, il y a eu des adaptations pour le preneur de l'immeuble de bureau, mais en termes de plan masse et en termes d'architecture, c'est le projet qui existait en 2004. Donc finalement, rien n'a changé. Sauf la technique, l'adaptation des bureaux, etc. Et si vous prenez le plan masse de 2004, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est exactement celui qui a été réalisé. Avec les jardins, les accès, les hauteurs des bâtiments, l'architecture. Pour la partie neuve, donc je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais il y avait 35 000 m² avec un architecte qui était Valo d'Épistre. Probablement que Valo d'Épistre, pour la partie logement, et Benjamin Mouton pour la partie rénovation, qui est aussi l'architecte en chef du monument, ce sont les 2 seuls partenaires qui sont restés sur toute la durée de l'opération. L'opération de bureau en mètres carrés utiles fait un peu plus de 17 000 m², ce qui n'est pas énorme en soi, sauf que c'est un chantier à plat, quoi. On a 3 étages au maximum, quoi. Donc vous imaginez, et avec cette particularité qu'il n'y a pas 2 endroits il n'y a pas 2 m² identiques sur cette opération. Et ça aussi, c'est une vraie gageure de construire, parce que d'habitude, vous faites un étage et vous le reproduisez à quelque chose près. Là, vous faites 1 m² et vous passez au 2e m² et vous changez tout. Et pour les logements, c'est pareil. Souvent, on essaye d'avoir des logements tramés, des structures qui plombent. Là, il n'y avait pas 2 logements identiques. On avait poussé la haute couture de la qualité des logements à faire en sorte que chaque logement soit parfait, le mieux possible. Et donc, on s'est affranchi de toute contrainte structure, technique, au moins dans la conception. Après, on a essayé de la réintégrer, mais normalement, on fait l'inverse. Ça veut dire qu'il faut emmener des acteurs qu'on n'a pas l'habitude d'emmener sur ce type d'opération. Vous avez parlé des compagnons, c'est assez rare de travailler avec eux aujourd'hui. Alors ça c'est le rôle des entreprises, mais effectivement
sur une opération de ce type, on côtoie, et c'est un vrai bonheur, on côtoie des corps de métier qu'on ne voit pas clairement d'habitude. Je veux dire, c'est pas dans notre ADN que de refaire des cathédrales et des lieux de ce type. Or là, par nature même, il fallait absolument avoir des tailleurs de pierre, parce que toutes les façades en pierre ont été très très largement refaites, la chapelle a été totalement refaite, enfin bon, on est sur des corps de métier qui ne sont pas des corps de métier habituels. Bien sûr qu'on avait les corps de métier classiques, mais on a des corps de métier inhabituels, tout à fait. Alors, on le voit dans la description de ce projet, elle met en évidence un nombre d'acteurs incroyables, des compétences incroyables. Est-ce qu'on peut mettre peut-être en évidence un ou deux acteurs clés, le chef de projet, que ce soit chez Allianz ou chez Altaria Cogedim? Quelles sont, chez chacun d'entre vous, les qualités requises, les compétences requises? Quel est son rôle exactement? Alors, effectivement, je dirais la pierre angulaire d'un projet comme ça, c'est le chef de projet. Il est clair que, et là on est en plein dans le métier de la maîtrise d'ouvrage, c'est avant tout quelqu'un qui est un manager, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas d'être hyper bon dans tous les métiers, parce qu'il serait tout seul et il n'y aurait plus besoin de personne. On lui demande de savoir mettre le doigt où ça fait mal, de savoir organiser les gens, les choses et les équipes, et on lui demande d'anticiper. Avec cette particularité, on parle beaucoup maintenant depuis quelques années de gestion de projet pour tout sujet. Je dirais que dans l'immobilier et dans le bâtiment, mais dans l'immobilier, la gestion de projet, on fait ça, c'est dans nos gènes depuis des décennies, parce que la particularité, c'est que finalement, vous êtes manager dans une structure, mais que pour un projet donné, vous créez une équipe complète, partiellement qui est interne, mais qui était essentiellement une équipe externe. Vous réunissez autour de vous un ou des architectes, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, des ingénieurs, des entreprises, vous gérez les administrations, si je peux employer ce mot. Donc, vous avez un métier de généraliste, mais de généraliste averti, capable de mener, alors ça va paraître peut-être un peu désuet, mais de mener une équipe, parce que au sens propre du terme, c'est-à-dire aussi de savoir sur 13 ans, il faut savoir rebooster les gens, il faut savoir les changer de temps en temps, il faut savoir les remercier, ce qu'on fait rarement dans les entreprises finalement, il faut savoir les remercier au bon sens du terme, leur dire bravo et merci, j'insiste. Il faut aussi savoir malheureusement parfois dire ça va pas, mais c'est un vrai métier d'animation et à côté de ça d'anticipation. Moi c'est vraiment les premiers mots qui me viennent si vous me posez la question. C'est le chef de projet, qui enclenche au bon moment le technique, le juridique, le financier, le marketing. Oui. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le nombre de collaborateurs qui intervient dans une structure sur un programme, il n'est pas proportionnel à la taille ou au chiffre d'affaires du programme. Alors finalement, ça ne sert à rien de multiplier les chefs de projet sur un même programme. Un chef de projet peut avoir plusieurs programmes, ça pose pas de problème, et quand on parle de plan de charge, ça s'y prête tout à fait. En revanche, même sur un grand programme comme celui-ci, il ne reste qu'un seul chef de projet, ou un directeur de programme, ou dépend comment on l'appelle. Et du coup, pourquoi? Clairement, à partir du moment où on a un seul projet, un seul planning, un seul permis de construire, une seule entreprise, un seul enjeu qui est par exemple un lancement commercial ou un démarrage de chantier, vous ne pouvez pas diviser la responsabilité et diviser le management à travers les chefs de projet. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, vous pouvez avoir le métier de responsable de programme dans la promotion. Quand vous êtes sur un projet de cette taille-là, vous êtes seul aux manettes. Il y a un peu de hiérarchie, il y a un peu de reporting, etc. Mais on ne divise pas l'opération en autant de responsables de programme. Alors on est seul aux manettes, quelles compétences, quelles qualités pour être tout seul aux manettes? Je voulais juste ajouter, c'est que une des particularités, mais je rebondis sur ce que dit Auguste, c'est que c'est pas du tout un travail en silo. C'est-à-dire qu'il y a un chef de projet et un certain nombre de spécialistes, mais surtout, il ne faut pas le travailler en silo, sinon c'est foutu. C'est-à-dire que c'est le rôle du chef de projet, justement, de savoir, je dirais, faire la liaison entre tous ces différents sujets. Il n'y a jamais un sujet purement juridique, purement technique, purement financier. C'est toujours un amalgame de tout ça qui est où se trouve la solution du problème, quoi. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Je reviens donc sur les compétences et les qualités. Je voulais dire, enfin pour moi, c'est bien sûr qu'il faut un background, alors qu'il soit
technique, parce que c'est une des particularités, Auguste dira peut-être le contraire, mais je crois de la notion j'aime bien project manager, parce que dans project manager, il y a manager, alors que dans chef de projet, il y a chef, et c'est peut-être déjà un peu plus ésotérique. Je crois que ce qui est important, c'est que en termes de qualité, il faut absolument avoir un background qui puisse être technique, financier ou juridique. On a des responsables de projet, des project managers qui viennent d'horizons différents. Moi, j'en ai chez moi, je pense que chez Auguste, je laisserai répondre, mais c'est à peu près la même chose. Ce qui est important, c'est l'ouverture d'esprit, l'écoute des gens. Encore une fois, cette notion vraiment de management, quoi, de patron de projet, de meneur d'équipe. Je ne dis pas meneur d'homme, hein, c'est meneur d'équipe, d'animateur, et avec cette forte propension à avoir un degré d'anticipation assez fort, quoi. Je suis d'accord sur tout ça. L'anticipation, l'ouverture d'esprit, savoir garder le cap. C'est-à-dire qu'on a un objectif sur une opération comme celle-là, et l'objectif, c'est une course d'obstacles. Hein. Vous imaginez bien qu'on peut chuter à tout moment, un changement de municipalité, un changement de programmation, c'est très très vite, très très compliqué. Il faut savoir garder le cap à travers tous ces obstacles. Et simplement, sur la dimension technique, c'est vrai que chez un promoteur comme Altaria, que j'ai dit, haut de gamme, on a tendance à considérer qu'il ne faut surtout pas se brider avec des contraintes techniques qui arriveraient trop tôt. Et c'est vrai que dans les profils de nos collaborateurs, il y a peut-être beaucoup moins de techniciens que dans d'autres maisons, considérant que finalement l'équation technique, c'est une équation qui arrive après une constructibilité, après un projet, après un marché, après du marketing, et que si on intègre cette dimension trop tôt, elle est un petit peu paralysante. Le chef de projet, une fois qu'il a livré cette opération, que ce soit chez vous, Altaria KGM, devient quoi? Il est promu, il change de métier, il reprend un autre projet. Déjà, il commence par en prendre une autre opération. D'accord. Généralement, comme disait Auguste, sauf sur certains gros projets tels que l'AENEC, qui est quand même un sujet un peu particulier, mais généralement un chef de projet a plusieurs opérations. Ça, en l'occurrence, ici, il était dédié sur... En ce qui, dans mon équipe, j'avais un seul chef de projet dédié, enfin quasiment dédié à l'opération, au moins pendant une période, parce que effectivement, même si effectivement la taille ne change rien, si je puis dire, au déroulement du métier, il n'en reste pas moins vrai que les enjeux, parce qu'on n'en parle pas là, parce que ça paraît un peu bisounours là, mais les enjeux financiers derrière, ils sont toujours là, c'est-à-dire qu'on garde le cap, mais on garde le budget aussi. Et donc, il faut absolument avoir quelqu'un de musclé sur une opération comme ça, et qui prend qu'une seule opération dans les passages les plus difficiles. Non, je pense à mon parcours et à ceux de jeunes collaborateurs. Moi, j'ai commencé à travailler avec l'AENEC en 1999, et donc ça m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. L'intérêt pour un jeune collaborateur sur des programmes de cette envergure, c'est d'avoir une visibilité très importante. Et c'est vrai que c'est forcément plus intéressant pour un jeune d'être associé à un projet comme ça que de commencer en deuxième couronne. Moi, j'ai fait le chemin inverse, commencer sur l'AENEC, et j'ai élargi le périmètre en travaillant sur le volume, sur des opérations de deuxième couronne. On peut changer de métier à l'issue d'un tel projet? Oui, on est dans la maîtrise d'ouvrage, on peut passer en maîtrise d'œuvre. Les passerelles existent? Alors, il y a des passerelles. Alors, il y a certaines passerelles qui fonctionnent plus dans un sens que dans un autre, bien évidemment. Mais il est clair que... écoutez, en toute fausse modestie, je peux vous parler 3 minutes de mon parcours. Je suis un tout petit peu plus vieux qu'Auguste, comme vous l'aurez deviné. Moi, j'ai à l'origine une formation, double formation, technique et gestion. J'ai commencé par faire de la technique pure, parce que j'étais un peu... c'était mon truc à l'origine. J'ai ensuite j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Ensuite, j'ai fait de la maîtrise d'ouvrage privée, la direction de programme privé chez un promoteur national dont je tairai le nom, parce que je ne crois pas qu'il soit représenté ici, de toute façon. Ensuite, j'ai changé de structure et je suis parti prendre la direction d'une filiale d'ingénierie, et j'ai fait de la qualité dans une grosse entreprise qui est représentée ici de property management.
Et ensuite, je suis venu chez un investisseur faire de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire finalement un des volets de l'asset management, puisque c'est quand même, ça est directement partie de la chaîne de la valorisation d'actifs. Donc voilà une chaîne qui a fonctionné. Passerelle un peu plus compliquée, c'est effectivement très certainement si vous êtes maître d'ouvrage de nature juridique, vous irez jamais faire de la maîtrise d'œuvre, clairement. Mais si vous avez une formation technique et que vous faites de la maîtrise d'ouvrage, why not retourner et faire de la maîtrise d'œuvre? Enfin, il y a une certaine, si vous voulez, et tous les gens se connaissent, puisque de toute façon, à chaque fois qu'il y a une équipe, tous ces gens-là sont dans l'équipe. Donc j'allais presque vous dire qu'ils ont une connaissance du métier de l'autre, une préconnaissance du métier de l'autre, et qui peut tout à fait faire naître les vocations, c'est un grand mot, mais enfin, au-dessus de moi, des appétences pour d'autres fonctions. Avec un certain recul sur votre carrière, c'est ça qui vous a passionné? Oui, Qu'est-ce qui alors, vous a passionné? je ne vais pas faire de la psycho de comptoir, mais je suis passionné par mon métier depuis l'origine, ça c'est clair. Et j'ai commencé à me passionner quand j'ai commencé à faire de la maîtrise d'ouvrage, clairement. Et ça n'est jamais passé. Voilà. Auguste? Oui, non, c'est sûr que la maîtrise d'ouvrage dans les métiers d'immobilier, je pense que quand on est à la tête de la maîtrise d'ouvrage, on a du mal à imaginer un autre métier dans l'immobilier. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que les passerelles existent peu. En revanche, il y a beaucoup de passerelles et il y a beaucoup par exemple, d'architectes qui nous ont rejoints, qui sont devenus maîtres d'ouvrage. Donc, dans l'autre sens, ça fonctionne bien. Et une particularité aussi, pour l'avoir constaté avec des collaborateurs de Altarea Cogedim, c'est qu'après un programme comme celui-là, c'est très difficile de rebondir sur d'autres opérations. En tout cas, à l'échelle du logement, 4 hectares et 200 logements très très haut de gamme dans Paris 7e. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et donc, j'ai constaté que les collaborateurs qui avaient travaillé n'arrivaient pas à rebondir sur les opérations plus classiques. Donc, un directeur de programme, Antoine Rose, que Jean-Claude connaît bien, il a préféré créer sa structure plutôt que poursuivre dans un métier de collaborateur salarié sur des opérations plus banales. Il a eu le virus entrepreneurial. C'est ça, vous lui avez exactement. donné le virus entrepreneurial. Et un autre collaborateur, lui, est passé au développement. C'est quoi? Parce que c'est dur de revenir en deuxième couronne quand on a touché l'exceptionnel? Alors, pour mon cas, c'est pas dur parce que ça se traduit par beaucoup plus de responsabilités et puis par du volume et puis d'autres enjeux. Mais à l'échelle d'un directeur de projet, quand il a travaillé sur la ENEC, si la fois d'après, il va faire 100 logements, même à Issy-les-Moulineaux et 50 logements à Montreuil, c'est pas pareil. Donc pour un jeune, il vaut mieux qu'il démarre d'abord en deuxième couronne et qu'il se rapproche un peu d'exceptionnel au Sauf s'il veut devenir directeur général comme moi. Ah. Des questions? Oui, on a quelques minutes pour des questions dans la salle. Allez, il faut des volontaires là un peu. S'il n'y a pas de volontaires, ça va tomber sur Thierry encore, donc c'est pas sympa ça. J'en ai une seconde. Bonjour. Quand on a fait des opérations comme la ENEC, justement, et qu'on est DG chez Cogedim, est-ce qu'on a envie de faire au cœur de ville de nos plus belles villes de France, Lyon, Bordeaux, Rouen, Le Havre, pour parler du Grand Paris, est-ce qu'on a envie de développer le même genre de choses justement à grande échelle et allier le patrimoine ancien et créer de l'innovation, parce que le but c'est aussi, et c'est fabuleux d'avoir mis de l'économie là, le but de mettre de la valeur ajoutée économique dans un quartier ancien et en plein cœur de ville, c'est quand même génial. Alors ça, c'est une très bonne question. De fait, quand vous vous intéressez à un programme comme ça, vous acquérez une expérience et une reconnaissance. Et donc forcément, ça sert énormément, mais alors personnellement, mais surtout à l'échelle d'une société sur laquelle le prestige de cette opération rejaillit. Et très probablement que l'opération de la ENEC, c'est une des raisons qui a permis à Altarea Cogedim de travailler sur l'Hôtel-Dieu de Marseille ou de travailler sur le palais de justice de Nantes. Et c'est devenu des références. L'hôpital ENEC était une vraie référence qui a permis de crédibiliser des opérations de rénovation très importantes comme celle-ci. Par ailleurs, le groupe Altarea Cogedim a intégré une filiale qui est spécialisée dans la rénovation
donc ça fait 4 ans maintenant, qui s'appelle Histoire et Patrimoine. Et je suis persuadé que tout ce chemin sur la HENEC, ça a conduit à élargir comme ça les gammes de métiers d'Altaria Cogénie. Et ça marche sur le CV d'une entreprise, ça marche aussi sur le CV d'un jeune, si on met la HENEC plutôt que directeur de projet ou chef de projet dans une société, ça marche Oui, mieux je pense qu'effectivement, si vous laissez, je laisserai Auguste répondre pour Altaria, mais il est évident que si vous voyez sur un CV chef de projet, la HENEC, alors sur une durée à peu près correcte déjà, parce que si c'est 6 mois, vous pouvez avoir Oui, c'est que ça s'est mal un passé. avis différent, non, mais un avis différent, on va dire. Mais effectivement, parce que il est clair que la complexité de ce genre d'opération font que généralement les collaborateurs qui travaillent ressortent de là avec une certaine, j'allais dire, sérénité et pour aborder les problèmes plus classiques. Je serais peut-être un tout petit peu plus modéré qu'Auguste, mais c'est vrai que oui, il faut un sas de décompression quand vous sortez d'un sujet comme ça pour aborder d'autres sujets. Mais par contre, vous avez un confort parce que quand vous avez transpiré sang et eau pendant des années sur des sujets administratifs, des complexités dans tous les sens, tout paraît simple. Ça paraît presque simple. Après, c'est pas le cas. Il faut être très vigilant, mais ça donne. C'est-à-dire que pour l'employeur, voir ça sur un CV, bien sûr que c'est intéressant, mais je pense que pour le collaborateur, c'est franchement, au-delà de l'expérience acquise, c'est un phénomène de maturité et de sérénité acquise aussi. Ça se valorise? Je me vends mieux avec ça sur mon CV? Oui, je pense. renégocie Oui, mon contrat, oui, ou pas oui, je pense que au moins vous le vendez mieux que celui d'à côté. Une autre question. Il y a une question au fond. Bonjour. Vous parliez de la commercialisation des logements. Quel est le bilan aujourd'hui? Donc il reste une part de logements qui n'a pas été vendue. C'est ma première question. Et dans un bâtiment ancien avec de telles hauteurs de plafond que vous évoquiez, quelles solutions ont été choisies à l'intérieur des logements, par exemple, pour essayer tout en chauffant de faire des économies d'énergie? Alors, on n'a peut-être pas été assez clair. Je vais laisser Auguste répondre sur la commercialisation. Il vous expliquera pourquoi il lui reste des caves aujourd'hui. Les logements sont des opérations neuves. Les bâtiments historiques sont uniquement dédiés aux bureaux. Donc, c'est deux sujets, effectivement. Mais on s'est posé ces questions, bien évidemment, de chauffage et de climatisation. D'autant plus qu'on avait une interdiction formelle des affaires culturelles que d'avoir le moindre tuyau et le moindre terminal de climatisation apparente dans... Donc la gageure, vous ne voyez rien et pourtant c'est climatisé et chauffé. Non, sur la commercialisation... La commercialisation, tout est vendu depuis très longtemps. Il reste effectivement 3 caves. Donc là, c'est même pas un sujet de commercialisation, c'est plutôt trouver le temps et les collaborateurs pour s'en occuper. Dans la moitié de l'opération logement, c'est vendu en 6 mois. Donc ça a vraiment été un succès commercial qui était le fruit d'une attente très importante. Pendant presque 10 ans, on recevait les uns et les autres des courriers d'acquéreurs potentiels. Et le jour du lancement commercial, c'était une file, une queue devant le Bon Marché, jusque devant le Bon Marché, pour accéder au bureau de vente qui se trouvait dans la cour d'honneur de l'ancien hôpital. C'est combien le prix d'entrée de gamme Alors c'est simple, le prix le moins cher au mètre carré, c'était un studio qui était au-dessus du commerce sur la station de métro Vanneau, je ne sais pas si vous voyez rue de Sèvres, qui donnait, pas sur la rue, mais qui donnait sur un jardin intérieur. Un jardin, c'était le plancher haut du commerce, avec des skydomes un peu aménagés. Donc c'était pas le meilleur endroit, et c'était 9 990 €. Plein nord. Plein nord. Et l'appartement du promoteur Et c'est le premier qui s'est vendu. C'est le premier qui s'est vendu. Et l'appartement du promoteur, il coûtait combien? Lequel promoteur? Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui ont acheté à l'ENEC. Le top du top, là. Celui, Le plus cher, il était à 25 000 € à peu près, le mètre carré. Pour combien de mètres carrés? Je saurais pas vous dire, je crois qu'on était autour de 180 mètres carrés. C'est un petit billet quand même. Une autre question. Ils sont en train de calculer, savoir combien de temps ils vont mettre pour se payer le studio. Nous aussi. Nord. Vous n'avez pas acheté? Non. Oui, Mathieu. Est-ce qu'on fait confiance très vite à un jeune collaborateur pour travailler sur un projet comme ça?
Quelqu'un qui a 25 ans, est-ce qu'il peut, on a parlé des profils du chef de projet, etc., mais quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, est-ce qu'il peut être en responsabilité sur différentes phases du projet? Alors, on peut très vite lui faire confiance s'il démontre très vite un dynamisme. C'est inestimable. Quelqu'un qui apporte du dynamisme dans une affaire qui peut s'enliser très facilement, du dynamisme de quelqu'un qui sait se débrouiller, qui trouve des idées, ça peut être très jeune. Hein. Et au contraire, souvent, il y a de l'énergie chez un jeune collaborateur qui va s'y consacrer à corps et à cri, alors que quelqu'un qui a déjà quelques années, il va mettre ça dans un plan de charge. Donc justement, je pense qu'on peut faire justement confiance à des jeunes collaborateurs. Jean-Claude, peut-être, sur cette... Je partage l'avis d'Auguste et je pensais à quelqu'un de précis dont je ne citerai pas le nom, parce que sa modestie en serait affectée, puisque sur cette opération, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'effectivement, côté Allianz, on a conservé, même sur les bureaux, une assistance de Cogedim en maîtrise d'ouvrage délégué, donc pour nous assister. Et dans l'équipe de Cogedim, mais qui n'est pas rattachée à Auguste, puisqu'il s'agit de gens de Cogedim Entreprise, il y avait un jeune collaborateur qui est toujours là aujourd'hui. Alors maintenant, il doit avoir 35 ans, mais il avait une trentaine d'années quand il est arrivé. Et très clairement, ce garçon, je me suis toujours dit que par déontologie, j'ai jamais voulu le recruter, mais que dès qu'ils auront le dos tourné, j'hésiterai pas. Très bien. Y a-t-il une dernière question? Sinon, un petit mot de... Bon, un petit mot de conclusion, un petit message peut-être Petit message... Il faut attendre ouais. le siècle prochain pour avoir une telle opportunité. Ouais, alors effectivement, moi je pense que je ne referai pas une telle opération. Je serais ravi, d'ailleurs demain, si on m'en donne une, je la prends. Hein. Sans compter les années et sans compter le temps. Moi, le petit message, c'est que quoi que vous fassiez, vous allez me dire que c'est des grands mots, mais franchement, si vous le vivez avec passion, vous irez au bout, ça c'est clair. Les métiers de l'IMO sont vraiment des métiers passionnants. La maîtrise d'ouvrage qui n'est pas finalement très connue, parce que même moi, je vois quand j'en parle autour de moi, on se demande bien un peu ce que peut faire le maître d'ouvrage, à part déjeuner et aller réceptionner l'opération, on se demande ce qu'il fait. Perso, j'ai arrêté de déjeuner, comme ça le problème est réglé. Et franchement, ce sont des métiers de passion. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Et moi, juste un petit message, l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage promoteur, c'est qu'il n'y a pas de formation vraiment, à part peut-être un peu l'ESPI, mais qui est très orienté développement. Et de fait, n'hésitez pas, tous les profils finalement peuvent être intéressants. On a à la fois des architectes, je disais tout à l'heure, on a des écoles de commerce, on a des juristes, on a des avocats, et on a des financiers purs. Et en fait, chacun vient avec ses compétences et découvre tout le reste. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une facette de l'immobilier, on fait 4 ou 5 métiers. Merci beaucoup. Merci d'avoir transmis votre passion. Et puis je crois que pour ceux qui étaient là ce matin pour Triangle 2, vous avez compris que l'immobilier, c'est un métier de patience aussi. Rendez-vous à 18h30, la dernière conférence, le grand oral, avec le président d'Unibail. Un patron du CAC 40.